Bonjour, je vais faire dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 9.4 qui se trouve à la page 159 de votre polycopier, là en haut. Et puis, associé à ça, la version corrigée que je vous ai fournie par mail, qui est ici. Alors, j'agrandis un petit peu tout ça. Commençons par lire la donnée. Vous avez donc à cet exercice 9.4 une équerre de menuisier qui a donc une forme de L et qui a une masse de 1,2 kg. On vous donne comme indication qu'un des côtés a une longueur qui est double de l'autre. Donc ça sous-entend aussi que cette longueur-là est aussi 2 fois plus massive que l'autre. Et donc cette équerre, on la suspend par l'angle droit, et donc elle va se mettre en équilibre d'elle-même. Et la question est, quel est l'angle formé par le côté court avec l'horizontal? Donc, dans le corrigé, j'ai représenté la situation. Vous avez donc l'équerre ici en L, en forme de L. Oula, j'ai un petit peu abusé là, voilà, en forme de L ici. Et puis, un des deux côtés, que j'ai appelé L1, on va dire qu'il a une longueur appelée L. Et puis, le deuxième côté, il y a une petite erreur ici, c'est L2 en fait. L2, eh bien, ce côté, il est 2 fois plus long. Donc, il aura 2L si L1, c'est L. Et donc, la question ici, c'est de calculer, déterminer, une fois qu'il y a l'équilibre, quel est l'angle que forme le petit côté, c'est-à-dire celui-ci, avec l'horizontal ici. C'est donc cet angle alpha qu'on cherche ici. Que vaut alpha? C'est ça la question. Alors, étant donné que, comme je viens de le dire, les longueurs, le côté 1, on va dire, a une longueur 2 fois plus petite que le côté 2, donc le côté 1, admettons qu'il ait une masse M1, qu'on appelle M. À ce moment-là, le côté 2, qui est 2 fois plus grand, il a une masse M2 qui sera égale à 2M. Et puis, même chose pour les longueurs. Donc, je l'ai déjà dit, L1, il a une longueur, appelons-la L. Et puis, le côté L2, il a une longueur 2 fois plus grande, donc 2L. Alors, maintenant, représentons les forces en présence ici. Alors, les forces en présence, il y en a 3, puisque on peut considérer, alors évidemment, si on considère la masse du total de l'équerre, on est un petit peu embêté parce qu'on ne sait pas où positionner ce qu'on appelle le centre de masse, ce qu'on appelle aussi le barycentre, qui fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre qu'on verra ultérieurement. Dans ce même chapitre, c'est le chapitre 8.3 si ma mémoire est bonne. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez étudier tout bientôt, peut-être même demain. Effectivement, ça s'appelle le barycentre ou le centre de gravité. Donc on ne sait pas où il est ici, on n'a pas une forme homogène, donc c'est difficile d'établir sa position. Donc l'idée, c'est de séparer en deux les deux côtés, de prendre un côté L1 ici, et puis un autre côté, ici L2, le grand côté. Et donc, le côté L1, il aura une masse M1, qu'on a appelée M, et surtout, cette masse, eh bien, elle subit en fait un poids, qui est le poids P1 qu'il y a ici. Et celui-ci, il est facile à positionner, puisque si on considère que ce côté, voilà, c'est une forme, il y a une symétrie, donc c'est assez facile de positionner le point d'application du poids. Ce sera en fait au milieu de ce côté L1, donc à une distance que j'ai appelée ici D1, qui est facile à calculer, donc c'est la moitié de L1, et comme L1 c'est L, ce sera L sur 2. En ce qui concerne l'autre côté, on procède de manière analogue. Vous avez le poids qui s'applique au milieu du côté L2. Donc c'est en fait à cette position ici, c'est le centre en fait de tout le côté jaune. Et donc, il va s'appliquer à une distance D2 de l'angle droit. Alors cette distance D2, c'est la moitié du côté ici. Encore une fois, il y a une erreur, donc c'est la moitié de L2. Et comme L2, on avait dit que c'était égal à 2L, c'est la moitié de 2L, c'est-à-dire une longueur L. En gros, cette longueur qui est entre ici et là, cette longueur-là, c'est L, c'est la même longueur qu'il y a ici, en fait, puisque le côté jaune des deux, L2, pardon, a une longueur double du côté vert.
Alors, maintenant, calculons les moments de force. Excusez-moi, j'ai encore oublié de préciser qu'il reste une dernière force, bien entendu, qui est la force de soutien, qui va donc être appliquée là où se positionne le clou, c'est-à-dire à l'angle droit, hein, en fait, ici. Donc, on a trois forces, et la condition d'équilibre numéro 2 nous dit que la somme des moments de force qui font tourner la barre, l'équerre dans un sens, est égale à la somme des moments de force qui font tourner l'équerre dans l'autre sens. Alors maintenant, ces moments de force, il faut les définir par rapport à un point. Alors, comme il y a équilibre, on peut choisir n'importe quel point parce qu'en réalité, il n'y a pas de rotation. Mais si on est malin, eh bien, on place le point de rotation, le point par rapport auquel on va définir les moments de force, justement à l'angle droit. De cette manière, le bras de levier de la force de soutien sera nul et donc on aura le moment de la force de soutien qui sera égal à S fois 0, c'est-à-dire 0. Donc on peut s'affranchir en fait du calcul du moment de la force de soutien, une force qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et donc du coup on aura seulement deux moments de force, le poids du petit côté et le poids du grand côté. Donc, en quelque sorte, les deux poids de ces deux côtés doivent s'équilibrer. C'est un petit peu ça l'idée ici. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Je vais en rester là, comme ça. Voilà. Dans le calcul, un petit peu en dessous, là. Si j'arrive à bouger ça, voilà. Donc, j'ai commencé par calculer le moment de force qui fait tourner la barre, on va dire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celui-ci. Alors, la force qui fait tourner l'équerre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le poids P1, ici. Donc, c'est pour cette raison que j'ai écrit P1. Le point d'application de cette force, c'est le centre de la barre. Donc, par rapport au point O, ça représente une distance D1, d'où le D1 qu'il y a ici. Mais comme vous le voyez, il y a un angle formé entre ces deux vecteurs, le vert et le rouge ici. Et donc, cet angle, que vaut-il? Eh bien, cet angle, il vaut 90 moins alpha. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez l'angle alpha. Et donc, si vous prolongez la verticale ici, cet angle-là, c'est le complémentaire à 90, c'est-à-dire 90 moins alpha. Et cet angle-là, c'est le même qu'il y a ici. Donc, d'après la formule du moment de force, il faut ajouter le sinus de cet angle qui est donc 90 moins alpha. Alors, il se trouve qu'en trigonométrie, le sinus de 90 moins alpha, c'est égal au cosinus alpha. C'est une formule trigonométrique que vous pouvez trouver dans votre formulaire étable, qui est celui-ci, là, le formulaire orange, qui est avec la dernière version, c'est à la page des relations trigonométriques, c'est à la page 30. Voilà. Si vous regardez la page 30 du formulaire étable, vous retrouvez cette relation. Évidemment, si vous avez une autre version que la dernière, ici, c'est peut-être pas la page 30, hein, mais il faut chercher un petit peu. Donc ici, on peut remplacer ce sinus de 90 moins alpha par cosinus alpha. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, le poids P1, c'est M1G, c'est-à-dire la masse de la barre ici fois G. D1, on va le garder tel quel, D1 pour l'instant. Et puis, donc, on remplace le sinus de 90 moins alpha par cos alpha. Et maintenant, on va exprimer ça en termes de M et de L. Vous voyez qu'ici, on avait écrit M1 est égal à M. Donc, du coup, ça devient Mg. D1, on avait dit que c'est égal à L sur 2. Donc, du coup, ça apparaît ici, le L sur 2, à la place du D1 qu'il y a ici. Et puis, il reste encore le cos alpha qui reste tel quel. De ce fait, on a exprimé le moment en fonction de M, de L et de l'angle alpha qu'on cherche à déterminer. Alors maintenant, on fait exactement la même chose, mais de l'autre côté. C'est-à-dire que de l'autre côté, eh bien, vous avez, donc maintenant je suis en train de calculer les moments de force qui font tourner la barre dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est ce moment de force-là. Et donc, peut-être que là, ça mérite de lever un petit peu contre ici. Ouais. Alors, ce moment de force-là, pour le calculer, eh bien, en fait, il n'y a qu'une force qui a tendance à faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est la force P2. Donc, j'écris P2. Le point d'application de cette force P2,
par rapport au point O, c'est le centre du grand côté, qui se trouve donc à une distance D2 du point O. Donc, D2 ici. En ce qui concerne l'angle, eh bien, il s'agit maintenant d'ajouter là-dedans le sinus de l'angle qu'il y a entre la direction du vecteur vert et la direction du vecteur rouge. Et cet angle-là, c'est 90 moins bêta, si bêta est l'angle qu'on retrouve ici. Alors, pourquoi ça? Parce que si vous prolongez la verticale ici, eh bien, vous voyez qu'ici, si vous avez bêta, ici, vous avez donc 90 moins bêta, ce qui est le même angle, en fait, qu'on retrouve ici. Donc, sinus de 90 moins bêta. L'idée, maintenant, c'est d'exprimer ce bêta, en quelque sorte, en fonction de alpha, puisque c'est l'inconnu, alpha, là-dedans. Alors, comment faire pour l'exprimer, changer sinus de 90 moins bêta en alpha? Eh bien, si vous regardez un peu la trigonométrie qu'il y a là derrière, vous avez ici un côté et ici un autre côté. Et donc, là, vous avez l'angle alpha. Et ici, vous avez l'angle bêta. Et l'équerre, elle est à angle droit ici. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un angle de 90 degrés. Alors maintenant, si on regarde cette droite ici, finalement, on a la relation suivante. Cet angle de alpha, plus 90 degrés, alpha plus 90, plus encore le bêta qu'il y a ici, plus bêta, et bien tout ça, ça fait 180 degrés. C'est ce que j'avais marqué ici. Donc maintenant, on enlève 90 degrés et il reste alpha plus bêta égale 90 degrés. Et donc maintenant, si je vais exprimer bêta en fonction de alpha, eh bien j'aurai bêta égale 90 moins alpha ou alpha égale 90 moins bêta. Et justement, ici, il y a 90 moins bêta. Donc 90 moins bêta, c'est égal à alpha. C'est ce que j'avais écrit ici dans le corrigé. Donc on peut remplacer le sinus de 90 moins bêta, étant donné que 90 moins bêta, c'est alpha, on peut le remplacer par sinus alpha. Alors maintenant, écrivons les choses. P2, qu'est-ce que c'est? C'est M2 fois G. T2, on regarde tel quel pour le moment. Et puis donc, le sinus de l'angle alpha qui apparaît ici. Que peut-on dire de M2? M2, c'est la longueur du grand côté. Donc, on l'avait exprimé comme étant égal à 2M. Donc, on écrit 2 fois MG. Ici. T2, c'est la moitié de la longueur du grand côté. On l'avait exprimé comme étant égal à L. Donc, au lieu d'écrire T2, on écrit L. Et puis, finalement, il reste le sinus de l'angle alpha. De cette manière, on a exprimé le moment qui a tendance à faire tourner l'équerre dans le sens des aiguilles d'une montre en fonction de M, que L est toujours de cet angle alpha, comme on l'avait fait tout à l'heure pour le moment qui fait tourner l'équerre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On se retrouve donc avec ces deux équations ici, qu'on va devoir mettre en lien dans la condition d'équilibre de manière à déterminer l'angle alpha ici. On verra si cet angle alpha sort tout seul ou s'il faut faire quelque chose de plus. Alors, commençons donc par introduire ces deux formules, qui, je vous rappelle, donc, sont ici et là, dans la condition d'équilibre des moments de force. Des moments de force, cette condition d'équilibre, c'est la deuxième, c'est la condition, ce qu'on appelle la loi des moments. La loi des moments, eh bien, elle implique que ces deux moments doivent être égaux. Donc maintenant, si on remplace, si je mets par exemple le moment en rouge, celui qui fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, j'ai cette relation mg L sur 2 fois cos alpha que je réécris ici. Et donc ça doit être égal au moment qui fait tourner l'équerre dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est l'équation numéro 2. Cette équation numéro 2, je la mets ici. Alors là, on voit qu'on peut simplifier les choses. Il y a des choses qui tombent en fait ici. Alors, faisons le calcul. Ouais, qu'est-ce qui tombe? Eh bien, vous avez M qui apparaît à gauche et à droite. M qui apparaît là et qui apparaît là. Donc, on peut les simplifier. M, il n'y a aucune chance qu'il soit égal à 0, donc ça ne pose pas de problème. G, de manière identique, apparaît à gauche et à droite.
Donc, le G qui est ici, on peut le simplifier avec le G qui est ici. Et puis, un dernier terme qui apparaît aussi, c'est le L. Le L qu'il y a là, on peut le simplifier avec le L qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qui reste? Si on regarde un petit peu ce qui reste, ici, il reste 1/2 fois cos alpha. Donc, on a 1/2 cos alpha égale, et de l'autre côté, on a 2 sin alpha. 2 sin alpha. Alors ça, on fait un petit peu d'algèbre et puis on trouve les choses. Donc déjà, je commence par diviser par 2 pour passer de ce 2 de l'autre côté. Je trouve 1/4 fois cos alpha égale sinus alpha. Et maintenant, je divise par cos alpha pour passer le cos alpha de l'autre côté. Et je trouve donc 1/4 égale sinus alpha sur cos alpha. Et cette relation, sinus alpha sur cos alpha, vous le savez, on l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, c'est la tangente alpha. C'est ce que j'ai écrit ici, là. Tangente alpha égale sinus alpha sur cos alpha égale 1/4. Donc maintenant, l'angle alpha qu'on cherche, ce sera la tangente inverse de 1/4. Et ça, vous faites le calcul à la machine, ça fait 14 degrés. Alors, voilà pour cette première partie. Donc, on a écrit les moments de force, on a utilisé la condition d'équilibre numéro 2, on a résolu le problème et on est bien content. Alors maintenant, regardons la deuxième question. La deuxième question, c'est quelle masse faudrait-il suspendre à l'une des extrémités pour que les deux côtés aient une inclinaison de 45 degrés? Donc, on veut qu'il y ait 45 degrés. Ça veut dire que ce qu'on veut, en fait, c'est qu'il y ait le petit côté, le grand côté, hop, et que par rapport à l'horizontale, là, il y ait 45 degrés, et là aussi. Ça veut dire que dans notre résolution précédente, on veut que alpha égale bêta, les deux côtés soient les mêmes, égale 45 degrés. C'est ça la condition. Alors maintenant, quelle masse déjà il faut suspendre, donc combien de kilos, mais à l'une des extrémités, donc à laquelle de ces extrémités? Quelle extrémité? Eh bien, nous, actuellement, on est dans la situation avec un angle ici de 14 degrés. D'après ce qu'on a découvert, on a un angle alpha qui vaut 14 degrés. Donc, ce qu'on veut, en fait, nous, on a ici une situation avec alpha égale 14 degrés, et donc ici, bêta, on avait dit tout à l'heure, c'est 90 moins 14. Donc, c'est 76. Bêta égale 76 degrés. Donc, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est que bêta passe de 76 degrés à 45 degrés. Donc, en quelque sorte, on veut que la barre remonte de ce côté. Et puis, pour lui, pour le alpha égale 14, eh bien, on le veut qu'il passe à 45 degrés. Donc, ça veut dire qu'on veut que la barre, elle augmente son angle ici, elle descend. Donc, en fait, on veut faire tourner le tout dans le sens inverse des aigus d'une montre. Donc, du coup, il faut rajouter une masse à l'extrémité du petit côté. Puisque c'est d'après ce qu'on avait vu, c'était ce côté qui avait tendance à faire tourner l'équerre dans le sens inverse des aigus d'une montre. C'est-à-dire que maintenant, il faut agir sur le moment de l'équation numéro 1, en fait. C'est ça qu'il faut faire. Il faut rajouter un terme à l'équation numéro 1, qui sera le terme du poids de cet objet qu'on va rajouter au bout de la barre. Alors, on va faire les choses un peu plus proprement. Ici, donc, je rajoute. Donc, tout ce qu'on a écrit, on va le garder. La seule chose qu'on va changer, c'est que maintenant, on va rajouter un objet. Je vais dessiner en noir ici, cet objet-là, on le rajoute ici. Il a une certaine masse grand M. Et le but, c'est de trouver quelle est cette masse. Alors, cet objet, lui, il aura un poids, ici, qu'on va appeler P, pourquoi pas, tout simplement, P. Et puis, donc, le point d'application de cet objet-là, eh bien, par rapport au point O, ce sera ce vecteur vert, donc ce sera une certaine longueur L du point O. Et puis, pour en revenir aux histoires de l'angle, eh bien, l'angle qu'il faut prendre en compte ici, c'est cet angle-là. Et cet angle-là, c'est le même que celui-ci, c'est-à-dire 90 moins alpha, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, modifions donc cette équation numéro 1.
on modifie l'équation numéro 1. Donc, je vous remontre l'équation numéro 1 quand même. L'équation numéro 1, elle est là. Voilà, on la voit. Hein. Donc, on avait auparavant le moment en question est égal à mg fois L sur 2 fois cos alpha. Donc, ça, je conserve. Maintenant, ce que je fais, c'est que je rajoute le moment du poids de l'objet qui se trouve au bout de la barre. Alors, le poids de l'objet, c'est ce qu'on avait appelé P, c'est grand M fois G. Et sans effacer, je vais vous remontrer tout ça. La distance à laquelle s'applique le poids, hein, le poids, on a dit qu'il s'appliquait ici, là au bout, là, ça c'est P. Et donc, la distance en question, c'est cette distance-là, c'est-à-dire L1. Et L1, c'est L. Donc, en fait, il va falloir multiplier ça par L. Ce que j'ai fait là en bas. L1, en fait, et le L1, on va le voir tout de suite, c'est L. Le tout multiplié par le sinus de l'angle, qui est le même angle que tout à l'heure, c'est-à-dire sinus de 90 moins alpha, hein, c'est le même angle que l'on voit ici, même chose, et donc c'est égal à cos alpha. Alors maintenant, l'expression du moment du petit côté, on la garde, et maintenant, il nous reste quoi? Mg, grand Mg, qu'on retrouve ici, le L1, on avait dit, c'est tout en haut du corrigé, le L1 c'est L, en fait, et puis le cosinus de alpha qu'il y a ici. On a exprimé de nouveau ce moment-là en fonction de alpha, de petit m, de L, et maintenant de la nouvelle inconnue qui est grand M. Alors, que faire maintenant? Quand on a ça, eh bien, on va procéder de manière identique à ce qu'on a fait à la première partie, c'est-à-dire qu'on va utiliser la deuxième condition d'équilibre. Alors, la deuxième condition d'équilibre, elle est ici, CE2, là. Il faut que les moments qui tournent à gauche soient égaux aux moments qui tournent à droite. Alors, le moment qui tourne, on va faire un petit peu des va-et-vient là, comme ça, entre le haut et le bas. Alors, le nouveau moment qui a tendance à faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, eh bien on le retrouve ici. Hein. Vous avez donc ça qui est issu de la partie A, le nouveau moment du petit supplément qu'on rajoute au bout qui est ici, et puis tout ça, c'est égal au moment qui fait tourner, je vais faire ça en bleu, qui fait tourner à gauche, enfin à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce moment-là, si je remonte un tout petit peu, là c'est difficile d'avoir tout ensemble, vous l'avez ici, c'est celui-ci. C'est ce qu'on avait appelé, celui-là, c'est 2mgl sinus alpha. Donc, 2mgl sinus alpha, on le retrouve là. Ici, paf, voilà. 2mgl, allez, excusez-moi, un petit souci, voilà, 2mgl sinus alpha. Donc maintenant, on a cette équation. Que faire avec cette équation? Eh bien, déjà, on va se séparer du alpha. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un angle alpha de 45 degrés. Et donc, si vous calculez, cos alpha, c'est cos de 45 degrés, mais il se trouve que cos alpha, il y a une formule trigonométrique qu'on a utilisée tout à l'heure, c'est égal à sinus de 90 moins alpha. Et si alpha égale 45 degrés, 90 moins 45 degrés, ça fait 45 degrés. Donc en réalité, le sinus et le cosinus, pour un angle de 45 degrés, c'est la même valeur. Alors, si on remplace là-dedans, on retrouve donc mg fois L sur 2, on retrouve ici, fois cos de 45. Donc le cos alpha maintenant devient cos de 45, hein, on impose cette condition-là. On a ici mgl qu'on retrouve là, mgl, et puis toujours cos alpha qui maintenant devient cos de 45. Et puis de l'autre côté, on a 2mg petit l
qu'on retrouve ici, 2mg petit l, fois le... J'ai fait une petite erreur, mais ça ne fait rien du tout, hein, finalement. Non, ce n'est pas vraiment une erreur. Fois le sinus alpha, qui devient sinus de 45, donc. Mais comme sinus de 45, c'est égal à cos de 45, eh bien, du coup, on peut mettre le cos de 45 ici. Et donc, vous voyez avec plaisir, hein, j'imagine, que cos de 45 apparaît dans les trois termes. Comme cos de 45, ce n'est pas égal à 0, on peut diviser par cos de 45. Et donc, on peut se séparer de ce terme et de ce terme. On peut se séparer de plus que ça, puisque dans chacun des termes apparaissent, je vais commencer un petit peu à effacer les choses, hein. Je vais effacer tout en fait. Voilà. Dans chacun des termes apparaissent aussi, en plus du cos de 45, apparaissent G, hein, qui apparaît, on le voit ici, là, là, et là, comme G égale 9,81, on peut aussi s'en séparer. Et puis, un autre terme qui apparaît, qu'on va pouvoir se débarrasser, dont on va pouvoir se débarrasser, c'est L, petit l, qui apparaît ici, là et là. Encore une fois, L, petit l n'a aucune chance d'être égal à 0, sinon ça veut dire qu'il n'y a pas d'équerre. Et donc, du coup, on peut diviser par L sans aucun souci. Alors, qu'est-ce qui reste avec tout ça? Eh bien, ici, il reste M sur 2. Pour ce premier terme, M sur 2. Pour le deuxième, ici, il reste grand M. Grand M. Et puis pour le terme du côté droite, eh bien, je ne sais pas quelle couleur prendre, je vais prendre du rouge, voilà, il reste 2M. Donc on a cette relation. Alors, du coup, là, ça commence à se décanter. On peut exprimer grand M en fonction de petit m. Alors, comment? Eh bien, grâce à cette relation, on passe le m sur 2 de l'autre côté en faisant moins m sur 2. Et donc, on trouve grand M égale 2 petit m moins petit m sur 2. Je fais le calcul, donc je mets en évidence petit m qui apparaît à chaque fois. Et donc, ce petit m, il est multiplié par 2. On retrouve ici moins une demi. 2 moins une demi, ça fait en fait 1,5. Et 1,5, c'est 3 demi en réalité. Donc, on a cette expression ici. Donc, il faut mettre 1,5 fois la masse du petit côté de l'équerre pour avoir un angle de 45 degrés. Alors maintenant, combien ça fait, cette histoire, du point de vue numérique? Eh bien, je remonte au schéma, ici. Vous avez ici le grand côté qui a une masse M1, qui est égale, d'après ce qu'on a dit, à petit m. Et puis, vous avez ici le grand côté. Peut-être que j'ai dit grand côté avant et je voulais dire petit. Donc, ici, maintenant, c'est le grand côté qui a une masse M2 et qui, d'après ce qu'on a vu, est égal à 2M. Alors maintenant, si on fait le calcul M1 plus M2, on devrait obtenir quoi? On devrait obtenir la masse totale de l'équerre. Et la masse totale de l'équerre, si je ne me trompe pas, elle est donnée. La masse totale de l'équerre, elle est de 1,2 kg. Elle est ici. Donc, comme elle est donnée, eh bien, on va pouvoir écrire donc que tout ça, ça fait 1,2 kg. À quoi ça nous mène cette affaire? Eh bien, ça nous mène au fait que si maintenant on remplace M1, c'est M, plus M2. Et M2, c'est 2M. Eh bien, quand on fait ça, M plus 2M, ça fait donc 1,2 kg, d'après ce qu'on a dit. Mais M plus 2M, bah, c'est en fait 3M. Donc, on a 3M égale 1,2 kg, ce qui veut dire que M est égal à 1,2 sur 3, c'est-à-dire 0,4 kg. Ça veut dire que le petit côté, il fait 0,4 kg, puis le grand côté, il fait 0,8, ce qui fait que la somme fait bien 1,2 kg. Donc, le petit m, en fait, pour nous, c'est important, il vaut 0,4 kg. Alors, comment est-ce qu'on va l'utiliser ça? Eh bien, on a vu, pour conclure, que la masse grand M doit être égale à petit m, on vient de dire c'est 0,4 kg, fois 3 sur 2.
Donc, grand M, vous faites 0,4 fois 3, ça fait 1,2 sur 2, ça fait 0,6 kg. Et donc, on a trouvé de cette manière qu'il faut mettre 0,6 kg à l'extrémité du petit côté pour obtenir une inclinaison qui soit égale des deux côtés et qui soit donc égale à 45 degrés. Voilà pour cet exercice 9.4.